Imaginez un peu la scène, on a un gamin, 17 ans, hein. C'est sa toute première sélection en équipe nationale, le match de sa vie. Et non seulement il joue, mais il crève l'écran. Un but, deux passes décisives, son équipe qui gagne 8-0. C'est le genre de truc qui fait les gros titres, quoi. Du coup, la question que tout le monde se pose, elle est simple. Est-ce que sa vie vient de changer? Est-ce que son statut dans son club, un des plus grands du monde, va être bouleversé du jour au lendemain? Justement, c'est tout le sujet. On va analyser ça en se basant sur un article de wisport.com qui est assez intéressant. Il décortique la réaction de Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, à cette performance éblouissante de son jeune prodige, Ibrahim Baye. Et la réponse du coach, franchement, elle est loin d'être celle que tout le monde attendait. Ah oui, c'est ça qui est passionnant. On va vraiment plonger là-dedans. D'un côté, on a l'explosion d'un talent, l'emballement des médias, l'attente des supporters, et de l'autre, la stratégie, presque glaciale, très calculée d'un entraîneur de classe mondiale. C'est un peu le choc entre l'émotion de l'instant et la gestion d'une carrière sur le long terme. Bon, reprenons depuis le début pour bien poser le décor. On parle d'Ibrahim Baye, un ailier de 17 ans du Paris Saint-Germain. Il est appelé pour la première fois avec les Lions du Sénégal pendant la trêve internationale. Le match, c'est contre le Kenya et le Sénégal s'impose sur un score fleuve 8-0. C'est un contexte idéal pour briller ça. Dans un match aussi déséquilibré, les attaquants, ils ont l'occasion de se montrer. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Sa contribution personnelle est, comme tu l'as dit, phénoménale pour un débutant. Un but et deux passes décisives. L'article ne mâche pas ses mots d'ailleurs. Il le décrit comme le dynamiteur principal de l'attaque sénégalaise. Ouais, les mots sont forts. Et il parle d'un match époustouflant. On sent l'euphorie, quoi. Pour les médias, pour les fans, c'est clair, une nouvelle star est peut-être née. Et donc, logiquement, à son retour à Paris, la première question qui fuse en conférence de presse pour Luis Enrique, c'est « Alors, ce gamin, son statut a changé ?» Exactement, c'est un peu la question piège médiatiquement. Ça force l'entraîneur à se positionner. Et c'est là que la communication de Luis Enrique devient une vraie leçon. Il commence par ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire les éloges. Il dit qu'il est très content pour lui, il le qualifie de joueur de qualité, en gros, il valide la performance, il montre qu'il a regardé, qu'il a apprécié, ça c'est la première étape. D'accord, donc il jette un os à la presse, en quelque sorte. Il rassure le joueur. « Bravo, j'ai vu ce que tu as fait !» Mais j'imagine que ça ne s'arrête pas là. Pas du tout. Juste après cette validation, la phrase tombe, directe, sans fioriture. Mais il n'y a pas de changement de statut pour lui. C'est net, c'est précis, et ça met fin à toutes les spéculations. Attends, mais est-ce qu'on ne peut pas voir ça comme un énorme coup de froid? Le jeune fait un exploit, il rentre au club plein d'espoir, et son coach lui dit publiquement « C'est bien, mais ça ne change rien ». Franchement, ça peut être incroyablement démotivant. L'entraîneur ne rate pas une occasion de surfer sur cette dynamique positive, de créer un élan. C'est une réaction tout à fait légitime, et c'est ce que beaucoup de gens ont dû penser sur le coup. Mais il faut analyser ça sur plusieurs niveaux. Ce n'est pas une douche froide, c'est un bouclier. La première fonction de cette phrase, c'est de protéger le joueur. À 17 ans, passer de jeune prometteur à héros de la nation en 90 minutes, c'est d'une violence psychologique inouïe. La pression des médias, les attentes des supporters, ses propres attentes, tout ça peut brûler un talent. Enrique le sort immédiatement de cette fournaise. Il lui dit en quelque sorte « Hé, calme-toi, respire. Le monde réel, c'est ici, à l'entraînement, pas dans les gros titres des journaux. » Précisément, c'est la prévention du syndrome du trop tôt. L'histoire du foot est remplie de talents immenses qui ont été détruits par une exposition trop rapide. Des joueurs qui étaient des phénomènes à 18 ans et qui, à 22, avaient disparu des radars, incapables de gérer cette pression. En faisant ça, Luis Enrique gère la carrière de Mbaye sur 15 ans, pas sur les 15 prochains jours. D'accord, l'argument de la protection, je l'entends. Mais il n'y a pas que le joueur. Il y a le vestiaire. Un vestiaire comme celui du PSG, c'est rempli de stars mondiales, de joueurs qui ont tout gagné. Comment est-ce qu'ils réagissent, eux, quand ils voient un jeune de 17 ans faire la une après un match contre une équipe, disons, modeste? C'est le deuxième niveau de lecture. Et il est fondamental. Le message n'est pas seulement pour Mbaye, il est pour tout le groupe. En disant son statut ne change pas, Enrique réaffirme une règle d'or. Une place au PSG, le respect des coéquipiers, ça se gagne sur la durée. Par la constance, par le travail acharné au quotidien, pas avec un seul coup d'éclat aussi magnifique soit-il. La citation de l'article qui résume tout, c'est « L'exigence reste maximale, il faut continuer comme ça ». Il ancre le succès dans le processus, pas dans l'événement.
Donc ça évite de créer des jalousies ou un sentiment d'injustice chez les joueurs plus expérimentés qui travaillent dur tous les jours sans forcément avoir la même couverture médiatique. Absolument. Il maintient la culture du travail et la hiérarchie du mérite. C'est une façon de dire à tout le monde, le chemin est le même pour tous. Travail, constance, performance répétée. C'est d'ailleurs une approche qu'on a vue chez d'autres grands managers. On pense souvent à Sir Alex Ferguson avec les jeunes de Manchester United notamment. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, exactement. Il l'a protégé énormément à ses débuts tout en étant incroyablement exigeant. Il lui a fait comprendre que son talent seul ne suffirait pas. C'est un bon parallèle, ça. Ferguson était connu pour cette gestion paternelle mais ferme, hein. Il créait un cocon autour de ses jeunes talents pour qu'ils puissent grandir à l'abri du tumulte extérieur. C'est exactement cette philosophie. La gestion de Luis Enrique ici, c'est un acte de management à long terme. Et il y a une autre dimension, la différence de contexte. Marqué contre le Kenya avec le maillot du Sénégal, c'est une immense fierté, un moment de gloire nationale. Mais la pression n'a rien à voir avec celle d'un match de Ligue des Champions avec le PSG, où le monde entier te regarde. Où chaque erreur est analysée au microscope. Voilà. Enrique le prépare à cette deuxième réalité, qui est son quotidien. Il lui dit que le niveau d'exigence pour s'imposer à Paris est d'un tout autre ordre. Ce qui est fascinant, c'est qu'au milieu de ce discours très froid, très rationnel, il y a une petite phrase relevée par l'article qui semble presque personnelle. Il dit « Il a marqué un très beau but du pied gauche ». Ce n'est pas anodin, ça. Il ne dit pas juste « il a marqué ». Il donne un détail technique précis. Ce détail est crucial. C'est la main de velours dans le gant de fer. C'est le message privé à l'intérieur du message public. En disant ça, il montre à Mbappé « Non seulement j'ai regardé, mais j'ai analysé. J'ai vu la qualité de ton geste. Je reconnais ton talent intrinsèque. » C'est une forme de validation personnelle très très forte. Il sépare l'individu, qu'il complimente, du statut qu'il maintient. C'est une façon de dire « Je crois en toi, en ton potentiel », et d'ailleurs il le confirme avec une autre phrase clé. Laquelle ? C'est un joueur très jeune, et nous avons beaucoup de confiance en son avenir. Voilà. La clé de tout le discours est là. La position d'Enrique, ce n'est pas un non, c'est un « pas encore ». Il ne ferme aucune porte, au contraire, il dessine un chemin. Le message complet, si on le décode, c'est « Ta performance est excellente, elle confirme le talent qu'on voit en toi, et notre confiance pour l'avenir est immense. Mais cet avenir se construit ici, chaque jour, selon nos règles et notre niveau d'exigence. Continue de travailler, et ton statut changera, naturellement. » Ah oui, vu comme ça, c'est beaucoup plus constructif. Il ne casse pas le joueur, il lui donne une feuille de route. C'est une approche qui, au fond, dépasse largement le football. On a toutes connu ça dans un autre contexte, non ? Le jeune collègue qui réussit un gros coup sur un projet et qui s'attend à être promu vice-président le lendemain matin. Gérer cette attente, c'est un défi universel pour un manager. C'est une analogie parfaite. Comment récompenser l'excellence ponctuelle sans déstabiliser l'organisation et sans créer des attentes irréalistes? La réponse de Luis Enrique est un cas d'école. Des félicitations publiques et ciblées, une confiance en l'avenir clairement affirmée et un retour immédiat aux standards de travail et aux processus en place. Il refuse de faire de cet événement un tournant qui change toutes les règles. Au contraire, il l'utilise comme une preuve que le processus de travail actuel fonctionne et qu'il faut le renforcer. Il ne cède pas à la tentation de faire les gros titres. Il aurait pu dire, je sais pas moi, oui, il a été incroyable, il a gagné sa place, vous le verrez ce week-end. Ça aurait enflammé les supporters, fait vendre du papier, mais ça aurait peut-être été une erreur fatale pour la carrière du joueur. C'est ça. Il sacrifie la gratification médiatique à court terme au profit du développement durable de son joueur. C'est un acte de management à la fois courageux parce qu'il va à contre-courant de l'émotion populaire et incroyablement intelligent. Le message final, c'est que la confiance du club en Ibrahim Mbaye est tellement grande qu'il refuse de prendre le moindre risque de gâcher son potentiel pour un simple coup de com'. Quand on prend un peu de recul, ce qui est frappant, c'est que cette petite interaction en conférence de presse est en fait une mini-leçon de management. On part d'un article sur un match de foot et on se retrouve à parler de psychologie, de gestion des talents, de vision à long terme. Absolument. Le grand enseignement ici, c'est cet équilibre subtil qu'un manager de haut niveau doit trouver. Il doit à la fois nourrir l'enthousiasme, encourager, valider la performance, et en même temps maintenir un cadre, une exigence et une rationalité inflexibles. Il ne choisit pas l'un ou l'autre, il fait les deux simultanément. C'est ce double discours, parfaitement maîtrisé, qui permet de faire éclore un prodige sans que l'engouement extérieur ne vienne tout brûler sur son passage. C'est la différence entre réagir à un événement et piloter une stratégie.
La réaction facile, c'était de le promouvoir. La stratégie intelligente, c'était de s'en tenir au plan. C'est exactement ça. Et cette stratégie envoie un message de stabilité et de confiance à tout le monde. Au joueur, qui sait qu'il est dans un environnement qui pense à son avenir, au groupe, qui sait que les règles sont les mêmes pour tous, et même aux dirigeants, qui voient que leur coach n'est pas une girouette qui tourne au gré du vent médiatique. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, non ? Tout ce qu'on a analysé, ce sont les paroles publiques de l'entraîneur, celles qui sont destinées aux médias, au grand public. Mais ça ouvre une question fascinante sur la conversation qui a eu lieu en privé, dans le bureau du coach, loin des micros. Quelle est la différence entre le discours public, conçu pour protéger, et le discours privé, conçu pour motiver ? Et finalement, dans nos propres vies, quelle part de la communication qu'on reçoit est une performance calculée et quelle part est la vérité brute ?